morts. Et comme on n'avait plus d'Institut Pasteur, il a fallu envoyer la chose à Dakar. C'est en ce moment qu'on a su qu'il y avait l'Ebola. Donc, en fait, ça c'est déjà... Parce que si on avait su tôt que c'était l'Ebola, on aurait fait comme ça sur le Congo-Brazzaville, c'est-à-dire on aurait isolé le district de la sous-préfecture, on serait venu au secours des gens au point de vue alimentaire et tout, et l'Ebola se serait tout de suite arrêté. Ensuite, le deuxième problème, c'est l'information. On ne nous a pas dit, l'OMS et les autres ne nous ont pas dit tout de suite, on peut guérir d'Ebola. Si vous ne dites pas à quelqu'un qui va guérir d'Ebola, pourquoi il va à l'hôpital? Il est chez lui. Donc la communication a manqué. C'est plus tard, lorsqu'on a fait comprendre aux gens que plus vite vous êtes pris et plus vous avez plus de chances de guérir, que le malade peut aller à l'hôpital. Ensuite, on avait réussi à maîtriser lorsqu'on arrivait vers la fin, et lorsque le Libéria et la Sierra Leone ont commencé à avoir l'Ebola. Et malheureusement, c'est des pays qui ont connu une longue guerre civile et dont les structures sanitaires ont été détruites. Donc, ce qui fait qu'en plus, les régions où il y a eu l'Ebola, c'est les régions de l'ancienne rébellion d'Ofa et Wajima. Donc, nos médecins ont été imprudents. Ils n'ont porté plus de gants et un malade est venu de peau et ça a relancé. Aujourd'hui, nous avons trois problèmes. Le premier problème, comment couper la chaîne de contamination. Et tous les médecins sont d'accord, il faut un centre de prise en charge. C'est-à-dire, il faut que nous arrivions à faire en sorte qu'en frontière avec la Sierra Leone et le Libéria, nous ayons des laboratoires mobiles qui peuvent tester tout de suite la personne qui vient. Si la personne est positive, on commence à le soigner tout de suite avant de l'envoyer dans un centre de traitement. S'il est négatif, on envoie de nouveau dans un centre pour confirmer. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est le suivi des contacts à 100%. C'est-à-dire faire en sorte que tous les gens qui ont été en contact avec un malade, ça ne veut pas dire qu'ils vont attraper l'Ebola, mais ils peuvent attraper l'Ebola. Donc, il faut pouvoir les suivre pendant 21 jours. Ce qui pose beaucoup de problèmes. Ça veut dire que le contact, en principe, pour que ça puisse durer, il faut qu'il reste chez lui. Mais si vous voulez que la personne reste chez lui, il faut lui donner de quoi manger. Ensuite, les gens qui doivent faire le suivi du contact, on a décidé qu'une personne suit 5 personnes, 5 contacts. Mais lui aussi, il faut le motiver. Ça, c'est le deuxième problème qu'on a. Le troisième problème, c'est les centres de traitement. Avant, on en avait 2. On a commis une erreur grave. On a mis le premier centre à Donka. C'était une erreur très grave. Parce qu'aujourd'hui, on meurt plus de palud et le palud que de d'Ebola. Parce que quand il y a le centre de traitement à Donka, les autres ont peur de venir. Quand vous avez le palud, vous n'en avez plus. Donc, on est en train de corriger cette erreur en connaissant un centre où on va transférer le centre pour que les gens puissent venir maintenant à Donka. Avant, on n'avait que 2 centres de traitement. On avait Conakry et Guinée. Maintenant, la France a construit un centre à Massanta. Il y a un autre centre qui a été construit à Fort-Caria. Il y a un centre qui est en train d'être construit à Koya, un autre à Zéro-Corée, Kirouane, Bela et Youmou. C'est-à-dire qu'il faut que les malades soient le plus proche possible du lieu de traitement. Maintenant, on a un grand problème qui est là du gouvernement, c'est la sensibilisation. Vous savez, les paysans ne sont pas habitués. Quand on voit les médecins habillés comme des cosmonautes, bon, le paysan qui voit ça a peur. Ensuite, quand on envoie les gens au centre de traitement à Guédougou qui meurent, ils ne viennent plus, donc on ne voit plus le corps. Parce que la Croix-Rouge est obligée de sécuriser le corps pour l'enterrement. Donc on a eu quelques difficultés pour avoir accès au village. Et donc il a fallu qu'on trouve des gens qui sont connus du village et qui sont écoutés pour faire la sensibilisation. Le grand problème qu'on a, c'est que l'Ebola s'est développé dans le bec de perroquet. Le bec de perroquet, c'est là où la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria ont une frontière en commun. Nous avons fait un sommet à Conakry avant la rencontre États-Unis-Afrique. On a pris des dispositions, malheureusement, qui n'ont pas été appliquées. On avait décidé de sécuriser le bec de perroquet, d'empêcher que les gens circulent, mais vous savez, il fallait revenir en aide. Il fallait assurer leur nourriture, ce qui n'a pas été fait. Donc, le problème que nous avons aussi, c'est toujours de la communication. C'est-à-dire, il y a une communication qui crée une panique irrationnelle. C'est comme si on pouvait attraper l'Ebola en l'air. Il est vrai aussi que le manque de solidarité des pays africains a beaucoup joué. C'est pourquoi nous serons toujours reconnaissants au roi du Maroc, parce que le Maroc, non seulement n'a jamais arrêté les vols, nous avons un vol par semaine, et les hommes d'affaires marocains continuent à venir. On devait avoir le forum ici le 7 septembre.
pensais que nos amis marocains étaient gênés de nous dire de reporter, j'ai appelé le roi pour dire que vraiment, moi je préfère qu'on reporte. Ils ont dit non, 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 on ne reporte pas. Je me disais peut-être qu'ils sont gênés de nous dire est-ce qu'on ne peut pas reporter le forum. Donc j'ai pris le devant en disant vraiment, moi je suis prêt à reporter. Ils ont dit non, non, on ne reporte pas. Donc il y a eu plus de 200 Guinéens qui sont venus. Et le ministre des Affaires étrangères, M. Zaglutu, me disait qu'ils n'ont jamais eu une telle mobilisation des hommes d'affaires marocains. Ça, on le doit à Sa Majesté, on n'oubliera jamais la solitude du Maroc et la Guinée s'en souviendra. Nos voisins ont fermé les frontières. Si vous dites que si votre voisin dit que votre chien a enragé, mais tout le monde va se méfier. Il y a aussi un peu de la communication. Quand on dit par exemple qu'au Libéria, où il n'y avait pas du tout de système de soins, où MS disait on a 150 lits alors qu'on a besoin de 800. Donc quand il y a plus de 150, on renvoie des gens, ça veut dire que non seulement ils mettent des contaminés. Au moment où l'armée américaine est en train d'installer des centres de traitement, si vous dites que ça va doubler, on a dit que le 31 octobre ça va doubler. Donc ça crée une panique. Or, c'est le contraire, ça n'a pas doublé. Donc la communication est encore mauvaise. Je ne sais pas pourquoi on continue à... Quand j'apprends que la France peut avoir 20% des gens d'être contaminés, le seul pays où les avions français vont, c'est la Guinée. Mais quelqu'un n'est pas quitté Conakry par avion pour intoxiquer. Pourquoi? D'abord, on a mis en place un système de thermodétection. Mais lorsque j'ai voulu mettre ça à la frontière avec la Sierra Leone, MS m'a dit attention, vous pouvez prendre la température de quelqu'un aérien, 8 jours après, il développe la maladie. J'ai convoqué une réunion avec toutes les compagnies aériennes et tous les médecins pour dire il faut qu'on donne le nom des contacts à l'aéroport. Ils ont dit non, secret médical. Finalement, on a tombé d'accord, c'est ce qu'on appelle secret médical partagé. C'est-à-dire, on a mis à l'aéroport un centre médical et on leur communique la liste de tous les contacts. Donc, tous les jours, les compagnies aériennes leur indiquent le nom des passagers, ils vérifient. S'il y a un contact, on voit est-ce qu'il a fait 21 jours. S'il n'a pas fait 21 jours, on ne permet pas de voyager. Donc, personne ne peut quitter la Guinée pour aller développer la maladie 8 jours après. Et nous remercions aussi la solidarité internationale, en premier le président Obama, qui en a fait vraiment son affaire. Et j'ai discuté avec ses collaborateurs, dont Cha, qui est le directeur général de l'USAID, et Bamburi. Ils m'ont dit qu'ils étaient avec Obama depuis 5 ans. Ils n'ont jamais vu aussi mobilisé pour une cause. Il y a aussi le président de la Banque mondiale, le secrétaire général des Nations Unies et le président Hollande, qui vient dans le CDR, qui sera en Guinée la semaine prochaine. Si Hollande peut venir en Guinée et le voisin peut venir en Guinée, c'est quand même bon. Donc, ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est vraiment couper la chaîne de contamination. Donc, nous avons vraiment besoin de soutien. Mais il y a toujours des discussions, le médecin de séance, les médecins. Il y a un laboratoire mobile de centre atomique français qui peut avoir le résultat en 15 minutes. Bon, il y en a qui disent c'est fiable, d'autres qui disent que ça sera fiable. Moi, j'ai pris une décision. En Guinée, c'est moi qui décide. Parce que c'est mon économie qui souffre, c'est mon peuple qui souffre. Et comme on dit que les pays africains, les gouvernements africains sont corrompus, j'ai mis un système en place. Le Banque mondial donne 25 millions de $. Il dit voilà ce que je veux. Mais je ne vois pas un franc. C'est l'UNICEF qui paye et présente la facture à la Banque mondiale. Donc il n'est pas question de tourner $1. Ensuite, j'ai demandé à l'OMS de contrôler la logistique. Si le coordinateur dit j'ai envoyé un véhicule à M. Makonnen à Koyama par exemple, il faut que l'OMS nous confirme directement que le véhicule arrive là, non pas autre part. Mais si moi je suis transparent, si la Guinée est transparente, il faut que tout le monde soit transparent. Donc j'ai décidé de recruter un cabinet d'audit pour écouter tout le monde. Vous avez reçu tant qu'est-ce que vous avez fait. Parce qu'il faut quand même, si les citoyens donnent leur impôt pour nous aider, il faut que cet argent soit correctement utilisé. Pour ne pas dire que c'est la Guinée qui critique, il y aura un cabinet d'audit qui va auditer tout le monde. Combien vous avez reçu, qu'est-ce que vous en avez fait. Voilà, donc notre problème aujourd'hui, c'est d'avoir suffisamment de soutien pour les laboratoires mobiles, pour avoir suffisamment de soutien pour payer les gens qui sont chargés de contact, mais aussi donner à manger les gens qui sont en contact au moins pendant 21 jours. Parce que s'ils se déplacent et qu'ils développent la maladie, ils vont amener la maladie dans d'autres préfectures. Voilà en gros la situation. Mais l'Ebola ne se transmet pas en l'air. L'Ebola se transmet soit par le sang, soit par la salive, soit par le sueur. Et aussi, l'Ebola ne se transmet que quand le malade atteint un certain point. Voilà. Mais la communication internationale crée une panique irrationnelle.
il y a une infirmière qui a quitté Conakry, elle avait 36,5. Et là, il a le rhume dans l'avion, après il arrive, elle avait 38. Tout de suite, on a servi le bol, on la met, et l'après-midi, elle avait moins de 37. Même si vous avez la grippe, le médecin le savent, même si vous avez le rhume ou la grippe, vous pouvez avoir 38. C'est pourquoi nous avons dit aux hôpitaux, si les gens viennent, si vous voyez la température, la 38 et quelques, gardez-le d'abord dans la journée. Si vous dites d'aller à Donga, tout le monde va penser, ah, c'est l'Ebola. Donc, ça crée une panique. Voilà un peu. Donc, notre problème, c'est la sensibilisation pour permettre à tout le monde d'accepter ce que les médecins disent, d'accepter que les médecins rentrent dans les villages, d'accepter que les contacts acceptent d'être suivis pendant 21 jours. Le deuxième, c'est le suivi des contacts à 100%. Parce que si vous suivez à 95%, les 5% que vous ne suivez pas, peuvent développer la maladie. Et enfin, sûrement des centres de traitement et prendre les malades à temps. Si on prend les malades à temps, ils ont 70 à 80% de chances de réussir. Pour que les centres de prise en charge, c'est très important pour nous, nous voulons en mettre 60 pour que personne ne puisse venir du Libéria et de Sierra Leone. Nous n'allons jamais fermer nos frontières. Mais au moins, tout le monde qui vient prendre sa température. S'il est positif, on le soigne tout de suite. S'il est négatif, on fait un contrôle. Voilà en gros, pour ne pas être très long, pour vous permettre de poser des questions, d'avoir un débat plus large. Je ne suis pas médecin, mais je suis obligé, en tant que président de la République, et la responsabilité de tout le peuple, de connaître. Tout le monde n'est pas content, parce que beaucoup d'ONG aimeraient bien librement. Mais quand on me dit, par exemple, l'UNICEF me dit les thermomètres de détection coûtent $100, et que j'ai trouvé qu'on peut trouver à $50, je ne vais pas accepter qu'on achète à $100 quand on peut trouver à $50. Ensuite, c'est nous qui connaissons nos besoins. C'est nous qui devons ça. Moi, je ne cherche pas à toucher $1. Mais au moins, nous savons qu'est-ce que nous avons besoin. Notre agenda, c'est de finir le Ebola le plus tôt possible. Plus tôt on finit, moins ça d'impact sur notre économie. Parce qu'aujourd'hui, les hommes d'affaires ont peur de venir. Et la population d'agriculture aussi, il y a certains qui ne vont pas au champ. Donc, ça a un grave impact financier sur notre économie, économique, sociale, etc. Donc, plus vite nous finissons l'Ebola. Et surtout, l'Ebola est arrivé à un mauvais moment pour la Guinée. Au moment où nous arrivons à la fin de notre programme avec le Fonds monétaire en décembre, là, puisque pour le moment, nous sommes en programme, c'est-à-dire nous ne pouvons prendre que des crédits concessionnels, tout à 1,5% sur 30 ans. Et ensuite, nous avons fini de signer, ratifier tous les grands contrats miniers, dont le contrat de Simandou, qui fait 20 milliards d'investissements. C'est rare aujourd'hui qu'on voit un pays africain où il y a 20 milliards de dollars d'investissement. Ça concernait le chemin de fer, le port à eau profonde et la mine. Nous avons aussi avec Mubadala pour l'exploitation de la bauxite. Ça, c'est le fer. Avec Mubadala pour l'exploitation de la bauxite de Sandarédi, 5 milliards d'investissements. Avec CPI pour l'exploitation de la bauxite à Bofa, 5 milliards d'investissements. Le MEDEF est venu, ils sont partis enthousiastes. Malheureusement, ça se manque de voilà. Mais comme j'ai dit à la population, nous sommes des musulmans. Parfois, quand Dieu veut tester ta foi, tu crées une situation difficile. Si tu gardes ta foi, alors Dieu va te récompenser. Donc l'Ebola est une grande épreuve pour nous, mais nous allons transformer cette épreuve en opportunité. C'est-à-dire renforcer notre système sanitaire pour que désormais nous soyons capables de soigner n'importe quelle maladie. Deuxièmement, former des médecins. Heureusement, l'Institut Pasteur actuellement en Guinée, non seulement créé un centre, mais ainsi un accord avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Ils vont former des médecins qu'on a créés en France, des chercheurs. Comme ça, n'importe quelle maladie, nous pouvons par nous-mêmes détecter et pouvoir soigner tout de suite. Nous avons fait donc un programme de renforcement de notre capacité sanitaire qui va comprendre 5 CHU, un à Conakry, un dans chacune des chefs-lieux de région, un hôpital par préfecture, là où il y a des hôpitaux, on va les renouveler, là où on n'a pas encore construit, et un dispensaire par sous-préfecture. Voilà, donc nous avons fait un programme qu'on a envoyé en français et en anglais. Nous sommes un pays francophone, mais très souvent les gens oublient qu'on est francophone. Et on nous envoie des documents en anglais. Quand je me plains en Union européenne, ils disent, mais sur 28 États, il n'y a que 2 qui parlent français. Bon. Donc, notre problème aujourd'hui, c'est finir le Ebola, renforcer notre système sanitaire et avoir une aide budgétaire qui nous permet de compenser les recettes qu'on a disparu. Je remercie encore le Maroc. Le roi vient par sa fondation, qui va nous construire un hôpital et une école professionnelle. Le Maroc va encore nous construire le débarcadère de Timenetaï et de Bonfi, sans compter l'accompagnement qu'il nous faut dans l'agriculture. Il y a la caravane qui va venir dès que ça ira mieux, pour nous montrer nos paysans et quel type d'engrais il faut utiliser.
quantité et quel type de production. Donc, je remercie encore et je suis très content d'être à Marrakech. C'est une nuit historique. Il fallait que ça brille là. J'espère qu'un jour, on pourra rendre au Maroc ce que le Maroc est en train de nous apporter actuellement. J'espère qu'on pourra rendre ça au peuple marocain un jour. Merci.